Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette conférence virtuelle où on va parler de troubles des conduites alimentaires et de représentation du corps, qui sont deux thématiques sur lesquelles on travaille avec des collègues au sein du laboratoire LIB-PC2S. Et donc, je vais vous présenter plus particulièrement deux pathologies qu'on oppose généralement, que sont l'anorexie mentale et l'obésité. Et je vais essayer de vous montrer en quoi leurs points communs nous ont permis de faire la théorie que notre cerveau serait aveugle aux changements corporels majeurs. Donc, l'anorexie mentale et la boulimie, même si ce sont deux troubles pondéraux opposés, ce sont vraiment des troubles du poids. Et un poids sain, ce qu'on appelle un poids sain, est défini par votre IMC. Donc l'IMC, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'indice de masse corporelle, c'est le rapport entre votre poids divisé par votre taille élevée au carré. Alors, ce n'est pas forcément très simple à calculer comme ça à la main ou de tête, mais il y a plein de sites internet qui vous permettent de calculer votre IMC. Et en population générale, on a un IMC qui est compris entre 18,5 et 25. En dessous de 18,5, on parle de maigreur pathologique, c'est le cas dans l'anorexie mentale. Et au-dessus de 25, on commence à parler de surpoids pathologique, donc de 25 à 30, surpoids. À partir de 30, on parle d'obésité. À partir de 35, d'obésité sévère. Et au-delà de 40, on est sur des obésités qui sont qualifiées de morbides, avec généralement la nécessité d'une intervention chirurgicale. Donc, en plus de ce critère de poids, il y a d'autres de poids pathologique, entre ces deux pathologies. Il y a d'autres facteurs, d'autres points communs entre l'anorexie mentale et l'obésité. Donc, ce sont en fait deux troubles de la perception du corps. Alors, dans l'anorexie mentale, c'est un critère diagnostique qui est obligatoire pour déterminer si une personne souffre d'anorexie mentale. C'est le troisième critère diagnostique qu'on utilise, qui est un trouble de la perception de la forme ou de la taille de son corps. Donc, les patientes qui souffrent d'anorexie mentale vont avoir la sensation d'être plus grosses qu'elles ne le sont. C'est ce qui est illustré ici sur cette image, avec des déformations plus ou moins importantes en fonction des patientes. On parle de surestimation corporelle, et cette surestimation corporelle est bien souvent associée à une insatisfaction corporelle chez les patientes. Et dans l'obésité, on va retrouver aussi ce symptôme qui est fréquemment observé chez les patientes qui présentent une obésité, chez les patientes et les patients, avec de très fortes insatisfactions corporelles et aussi une mésestimation corporelle. Alors, cette mésestimation, elle ne va pas forcément tout le temps dans le sens d'une surestimation, comme c'est le cas pour l'anorexie mentale. Elle peut aller aussi dans le sens d'une sous-estimation. Mais en tout cas, il semble y avoir des erreurs dans la perception que les personnes se font de leur propre corps. Ces symptômes, ils sont très importants parce qu'ils causent une souffrance psychique qui est assez dramatique chez les patients qu'on rencontre en consultation ou dans le cadre des recherches. Et donc, c'est des symptômes qui ont beaucoup interrogé les cliniciens, les praticiens et les chercheurs et qu'on a essayé de mieux comprendre. D'où vient ce trouble de la perception du corps, que ce soit dans l'anorexie mentale ou dans l'obésité? Pourquoi ces personnes n'arrivent pas à percevoir normalement leur corps tel qu'il est, donc soit en surpoids, soit en maigreur extrême? Alors, pour comprendre un petit peu d'où peut venir ce symptôme de mauvaise perception du corps, il faut savoir, et la littérature regorge d'articles là-dessus, qu'on a plusieurs types de représentations corporelles, j'ai passé un peu vite, et déjà qu'on a des problèmes pour les évaluer. Alors, comment on les évalue maintenant? On les évalue en clinique. Si vous avez des patients qui souffrent d'anorexie mentale, de troubles des conduites alimentaires ou d'obésité, on va essayer d'évaluer ce symptôme avant la thérapie pour voir si notre thérapie est efficace sur ce symptôme. Donc, avant la thérapie, on l'évalue. Comment on l'évalue? Eh bien, le plus simple, c'est de l'évaluer grâce à certains questionnaires. Je vous en présente un ici aujourd'hui, qui est un questionnaire validé en français. Dans ce questionnaire, vous avez des questions de ce type. Donc, est-ce que le fait de vous ennuyer vous donne des idées noires à propos de votre silhouette? Avez-vous été si tracassé par votre silhouette que vous avez senti que vous deviez faire un régime? Ou encore, avez-vous été tracassé par le fait que votre chair n'était pas assez ferme?
Les patients répondent sur une échelle allant de 1 à 6. 1, jamais, ça ne leur arrive jamais de ressentir ça. 6, elles pensent toujours de cette manière-là. Donc plus le score sur ce questionnaire est élevé, plus la patiente souffre d'insatisfaction corporelle. Et puis on a d'autres outils assez rapides aussi à faire passer sur l'évaluation de la perception du corps. C'est ce qu'on appelle les tests des silhouettes, donc il en existe plusieurs. Je vous en présente un aujourd'hui avec des silhouettes qui ont été publiées dans un article assez récent. Toutes les références des articles se trouvent sur le diaporama de cette conférence. Donc ici, le test de silhouette, on présente à la personne plusieurs silhouettes. Et pour chaque silhouette, on connaît l'indice de masse corporelle de la silhouette photographiée. Donc par exemple, si la personne a cette silhouette-ci, d'accord, et qu'elle estime que cette silhouette correspond à sa silhouette actuelle, eh bien, on peut estimer qu'il n'y a pas de mésestimation corporelle. C'est assez logique. Donc, à chaque fois que la silhouette est présentée, on demande à la personne si oui ou non elle pense que cette silhouette ressemble à sa silhouette actuelle. Au contraire, dans le cas d'une anorexie mentale, par exemple, une patiente généralement va se retrouver en sous-poids pathologique. Ici, c'est sa vraie silhouette. Et puis, elle estime que c'est cette silhouette-là qui représente le mieux son corps. À ce moment-là, on va parler d'une mésestimation de plus 40%. Donc, vous voyez qu'à l'aide de ces questionnaires ou de ces tests, on peut évaluer l'intensité du symptôme dans l'anorexie mentale, dans l'obésité et dans tous les troubles des conduites alimentaires. Ça ne nous explique pas d'où vient le problème et pourquoi ces personnes ne se représentent pas correctement leur corps. Et c'est ce que j'ai commencé à vous expliquer tout à l'heure. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs représentations du corps. C'est très, très divers et multiple. Et dans la littérature, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a à minima 2 types de représentations corporelles. Une première représentation corporelle qu'on va appeler l'image du corps. L'image du corps, c'est la représentation consciente, émotionnelle que vous vous faites de votre corps. C'est-à-dire, est-ce que vous vous trouvez beau? Est-ce que vous vous trouvez plus attrayant qu'un tel? Donc ça, c'est relatif à la représentation de l'image du corps. C'est une représentation consciente, émotionnelle, de son propre corps, de sa morphologie et de ce qu'on représente pour autrui. Et puis, à l'opposé de ça, j'ai envie de dire, vous avez une autre représentation corporelle qu'on appelle dans la littérature le schéma corporel, qui est en vérité la représentation que l'on se fait de la position de nos segments corporels les uns par rapport aux autres, et également de notre morphologie. Et cette représentation, on dit qu'elle est non consciente et qu'elle serait le support de notre action motrice. C'est-à-dire que quand vous vous déplacez dans l'espace, quand vous vous asseyez sur une chaise devant votre ordinateur, ou comme moi, quand je suis arrivée dans cette salle de conférence, quand j'ai passé les portes de la salle de conférence, je me suis basée sur mon schéma corporel pour éviter de me cogner et arriver correctement jusqu'à l'estrade. Donc ce schéma corporel, il est mis à jour sans cesse et il est utile plutôt pour nos déplacements. Donc, de manière assez évidente dans les troubles des conduites alimentaires, dans l'obésité et dans l'anorexie mentale, il a été établi tout au long de ces années de recherche que c'était un trouble de l'image, de la représentation consciente émotionnelle de son corps. Les personnes ne s'aiment pas, les personnes se trouvent trop grosses, les personnes sont en souffrance avec leur corps. Et donc, effectivement, il y a de nombreux papiers qui montrent que chez ces patientes-là, il y a un trouble important de l'image du corps qui crée une souffrance, qui crée des réticences au traitement, à la reprise de poids ou à la perte de poids dans le cas de l'obésité. Donc ça, on en est un petit peu persuadé. Puis en tant que clinicien, maintenant, on le voit aussi dans nos cabinets sur la plainte qu'ont les patientes. Mais plus récemment, depuis une dizaine d'années, certains chercheurs ont commencé à faire l'hypothèse, notamment dans l'anorexie mentale, que le schéma corporel serait impliqué également. Alors, est-ce que c'est un trouble du schéma aussi dans l'anorexie mentale et dans l'obésité? C'est une question dont je voulais parler dans cette conférence. Pour parler de cette question, vous voyez ici cette image qui représente 2 mains qui se touchent, donc le toucher. J'ai besoin de vous définir comment le schéma corporel se construit et se met à jour chez les personnes saines et chez les personnes qui souffrent d'obésité ou d'anorexie mentale. Le schéma corporel,
il se met à jour sur la base d'informations tactiles, les informations qui proviennent de notre peau et de l'ensemble de notre corps. Il se met également à jour sur la base d'informations visuelles. Le fait qu'en ce moment, je vois mon bras devant, ma main devant mon visage m'indique que ma main est devant mon visage. C'est assez logique. Et puis, également, il se met à jour sur la base d'informations qui viennent de l'intérieur de notre corps et plus particulièrement de nos muscles. C'est l'ensemble du traitement de ces informations qui se fait au niveau d'un endroit particulier du système nerveux central qu'on appelle le lobe pariétal, qui permet de construire un schéma corporel qui se met sans cesse à jour et qui nous permet d'évoluer dans l'espace de manière correcte et de se représenter notre morphologie de manière correcte. Et puis après, c'est une boucle, c'est-à-dire qu'en fonction des déplacements dans l'espace que l'on a et des feedbacks de cet espace, eh bien, on peut remettre à jour également notre schéma corporel sans cesse. Donc quand ça fonctionne bien, ça fonctionne comme ça. Alors, le premier indice qui a montré que possiblement dans l'anorexie mentale, il y avait un trouble du schéma corporel, c'est qu'on a remarqué des similitudes entre des personnes qui avaient des lésions du lobe pariétal et des patients qui souffraient d'anorexie mentale sans avoir de lésions du lobe pariétal, en l'occurrence le lobe pariétal droit. Je vais vous parler d'une étude en particulier qui a permis de lancer tout ce champ de recherche sur le schéma corporel dans l'anorexie mentale et dans l'obésité. C'est une étude avec un paradigme assez simple que je vais essayer de vous expliquer là, avec ce schéma et cette photo. Donc, les patientes qui souffraient d'anorexie mentale et les patientes qui avaient eu un ABC au niveau du cortex pariétal droit étaient plongées dans une salle obscure et elles voyaient plusieurs points lumineux, un par un, de manière séquentielle, approcher de leur corps, comme vous le voyez sur cette animation, et s'éteindre juste avant d'atteindre leur corps. Et les personnes devaient estimer si oui ou non le point lumineux aurait touché leur corps s'il avait continué sa trajectoire de manière linéaire. Ce que les auteurs ont remarqué, c'est que les patientes, comme les patientes souffrant d'anorexie mentale, comme les patients cérébrolésés au niveau du cortex pariétal droit, eh bien, mésestimaient leurs limites corporelles, comparées au sujet contrôle. On avait ce point commun qui a ensuite déroulé la place à toutes les évaluations du schéma corporel qui ont été faites chez les patientes qui souffrent d'anorexie mentale et plus récemment chez les personnes qui souffrent d'obésité. Alors, comment évaluer le schéma corporel? Ça, c'est vraiment une question qu'on se pose encore actuellement au sein du laboratoire et dont on parlera encore en fin de cette conférence. Mais au début des études qui ont été menées sur l'évaluation du schéma corporel chez les patientes qui souffraient d'anorexie mentale, les auteurs ont tout d'abord essayé d'évaluer leur perception tactile. Donc ça, c'est un exemple de tâche qu'on a commencé à faire passer aux patientes qui souffraient d'anorexie mentale et puis que d'autres chercheurs ont fait passer également aux personnes qui souffraient d'obésité. Alors, ce sont deux champs de recherche qui sont vraiment distincts. Les chercheurs ne travaillent pas ensemble sur ces thématiques-là, mais pour cette conférence, j'ai choisi de vous les présenter de manière parallèle. Donc ça, c'est une tâche de perception tactile, d'estimation tactile, qui a été menée par la première fois par une équipe néerlandaise. Et donc, vous avez ici le participant, donc la patiente, le participant sain, sur lequel on va apposer deux points de pression, donc c'est plus clair sur cette image, soit sur l'avant-bras, soit sur le ventre. Donc, vous voyez ici l'avant-bras sur la vignette A et le ventre sur la vignette B. Et sur la vignette C, vous voyez que la personne doit reproduire, à l'aide de son pouce et de son index, la distance qu'elle a perçue entre les deux points qui étaient appliqués sur son avant-bras et sur son ventre. Et les chercheurs ont comparé, donc elle a les yeux fermés bien sûr quand elle fait ça, hein, c'est vraiment une tâche de perception tactile, et les chercheurs ont comparé la distance perçue à la distance réelle appliquée. Ce qu'ils ont constaté, c'est que chez les patientes qui souffraient d'anorexie mentale, comparativement au sujet sain, eh bien, vous le voyez ici sur ce graphique de manière très schématique, les personnes qui souffrent d'anorexie mentale vont avoir un écart très important entre l'estimation perçue et la distance réelle à poser, notamment au niveau du ventre.
Vous voyez en rouge sur ce graphique la surestimation tactile au niveau du ventre, qui est bien supérieure à celle des sujets sains. Et contrairement à l'hypothèse des chercheurs, le bras n'était pas une zone contrôle neutre. Et vous voyez aussi qu'il y a une surestimation tactile au niveau du bras qui est inférieure à celle qui est ressentie au niveau du ventre, vraisemblablement en lien avec une insatisfaction corporelle qui est supérieure sur la zone du ventre que sur la zone du bras. Mais on voit bien que ça va dans l'hypothèse que dans l'anorexie mentale, en plus du trouble de l'image du corps, il y aurait aussi un trouble du schéma corporel. Et plus récemment, une étude similaire chez les patientes qui souffraient d'obésité a montré des surestimations aussi très importantes de la représentation tactile, du schéma corporel dans sa dimension tactile, sur le bras, chez les patientes qui souffrent d'obésité, et moins sur le ventre, en tout cas de manière non différente au sujet sain. Donc on voit des particularités, que ce soit dans l'anorexie mentale ou dans l'obésité, de la perception tactile qui renvoie à l'hypothèse de cette mésestimation corporelle et de l'implication du schéma corporel. Alors, une seule étude, une seule tâche ne suffit pas pour tester une hypothèse. D'autres chercheurs, dont des chercheurs aussi de nos laboratoires au sein de l'USMB, ont cherché à tester chez les patientes qui souffraient d'anorexie mentale le schéma corporel, mais d'une autre manière, sur son versant moteur, puisque je vous ai dit tout à l'heure que le schéma corporel, c'est le support de notre motricité. Une autre manière d'aller l'évaluer, c'est d'évaluer la motricité des personnes. Donc, sur cette tâche qu'on a réalisée au sein du laboratoire du LPNC et du LIPPC2S, et on a évalué le déplacement des patientes dans l'espace. Donc, le protocole est le suivant, c'est celui qui est présenté sur cette image. Vous avez un participant qui est filmé et qui a des capteurs au niveau des épaules notamment. Et on va filmer ce participant qui passe à travers différentes largeurs d'ouverture. Ce qui va nous intéresser, c'est son comportement moteur au moment du passage dans les ouvertures. Et ce qui va encore plus nous intéresser, c'est ce qu'on appelle la largeur critique perçue, c'est-à-dire la largeur d'ouverture à partir de laquelle la personne va commencer à tourner les épaules. Pourquoi cette largeur nous intéresse vraiment? C'est parce que c'est la largeur à partir de laquelle la personne estime qu'elle ne peut plus passer sans collision. Donc, ça sous-entend qu'elle ait une représentation claire des limites de son corps à gauche et à droite. Donc, on s'intéresse à cette ouverture perçue et on la compare à la largeur réelle des épaules de la participante. C'est toujours cette comparaison entre ce qui se passe réellement sur le corps, ce qui se passe réellement au niveau de la morphologie et la perception que les personnes en ont. Donc, c'est une tâche qu'on a réalisée avec les personnes qui souffrent d'anorexie mentale. C'est une tâche qui a été réalisée dans d'autres laboratoires également par d'autres équipes de recherche ultérieurement, chez les personnes qui souffrent d'obésité. D'accord ? Et si on compare les résultats qu'on a obtenus, chez les sujets sains, qui n'ont pas de trouble de la perception du corps, qui n'ont pas d'insatisfaction corporelle normalement, tel qu'évalué dans nos expériences, vous voyez que le rapport entre l'ouverture critique perçue et la largeur réelle des épaules est légèrement supérieur à 1, ce qui correspond à un comportement moteur tout à fait adéquat. Les personnes commencent à tourner les épaules pour des largeurs d'ouverture qui sont légèrement plus grandes que leur largeur d'épaule, ce qui évite toute collision, sans faire de mouvement inutile, de contorsion inutile. Dans l'anorexie mentale, vous voyez que ce ratio est beaucoup plus élevé. De manière significative, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes ont commencé à tourner les épaules pour des largeurs d'ouverture qui étaient bien assez larges pour qu'elles passent sans contorsion. Ce qui sous-entend qu'en fait, elles ont implicitement la notion que leur corps est plus large que ce qu'il n'est en réalité. Donc ce mouvement-là, il n'est pas dangereux, elles ne rentrent pas en collision avec les portes, mais c'est des contorsions qui sont complètement inutiles et non adaptées, ce qui renforce encore l'hypothèse d'un trouble du schéma corporel dans cette pathologie, en plus du trouble de l'image du corps. Et dans l'obésité, même hypothèse des chercheurs, même étude, enfin une étude similaire, sur le ratio, ils ne retrouvent pas ce qu'on retrouve dans l'anorexie mentale. Par contre, il y a des particularités qu'ils rapportent qui interrogent, notamment à l'approche des ouvertures critiques, à l'approche des ouvertures pour lesquelles pourtant les participantes ne devraient pas réfléchir, soit parce qu'elles sont beaucoup trop petites pour elles
et donc où elles sont vraiment obligées de faire de la contorsion, soit parce qu'elles sont beaucoup trop grandes pour elles et qu'elles peuvent vraiment passer sans réfléchir et sans faire de contorsion, eh bien on observe chez les personnes qui souffrent d'obésité un ralentissement, une modification de la vitesse à l'approche de ces ouvertures qui laisse penser qu'elles réfléchissent aux mouvements qu'elles vont faire, ce qui n'est pas un comportement non plus que l'on va retrouver chez le sujet sain. Donc on retrouve ces particularités motrices très importantes dans l'anorexie mentale, un peu plus subtiles dans l'obésité, mais néanmoins présentes, qui vont toujours dans le sens de cette ressemblance dans le trouble de la perception du corps entre l'anorexie mentale et l'obésité. Alors, où on en est aujourd'hui de l'hypothèse de ce trouble du schéma corporel dans les deux pathologies? Vous voyez quand même que les patterns de résultats ne sont pas tout à fait pareils entre l'anorexie mentale et l'obésité, mais il y a des similitudes très très fortes. L'hypothèse qu'on a, en tout cas que certains chercheurs ont et que je partage, c'est que ce qui vraiment fait le lien entre ces deux pathologies, c'est les variations de poids qui sont beaucoup trop importantes pour que le schéma corporel puisse les prendre en compte à temps. Pourquoi je parle de variation de poids dans les deux pathologies? C'est parce que dans l'anorexie mentale, je pense que vous représentez bien que pour avoir ce corps émacié, les personnes perdent beaucoup de poids en très peu de temps. Donc il y a une perte de poids rapide et brutale. Et dans l'obésité, contrairement à ce qu'on peut penser, il y a non seulement une prise de poids en fonction de l'âge d'apparition de l'obésité, soit une obésité dans l'enfance, soit une obésité dans l'adolescence, ou encore une obésité adulte. On va observer des prises de poids rapides, plus ou moins importantes, mais surtout des effets yo-yo, d'où l'image sur cette diapositive, c'est-à-dire que même dans une obésité installée, les personnes peuvent prendre du poids très rapidement, sur des périodes où il y aura plutôt de la crise de boulimie, de la prise de poids, et elles peuvent aussi perdre du poids très rapidement sur des périodes de régime drastique, non contrôlé, etc. Donc en fait, dans l'obésité, il y a beaucoup de variations de poids, comme dans l'anorexie mentale, et l'hypothèse qu'il y a derrière, c'est que le schéma corporel n'a pas le temps de se mettre à jour, et c'est ce qui expliquerait tout ce que vous avez vu dans les expériences que je vous ai montrées, c'est-à-dire ces difficultés et ces différences qu'il existe entre l'anorexie, l'obésité et les sujets sains. Alors, c'est problématique parce que normalement, notre schéma corporel, je pense que vous avez tous conscience que vous n'avez pas le même corps aujourd'hui que celui que vous aviez enfant, adolescent, adulte. Il y a beaucoup de changements corporels normaux, non pathologiques au cours d'une vie. Et normalement, notre schéma corporel est fait pour encoder ces changements morphologiques, mais ce sont des changements morphologiques qui arrivent normalement progressivement et dans le sens d'une prise de poids qui se développe sur plusieurs années. Donc on n'est pas dans le cadre de ces prises et de ces pertes de poids rapides. Alors pour tester cette hypothèse, eh bien, il suffit de regarder un petit peu ce qui se passe dans d'autres pathologies ou dans d'autres cas où il y a une perte de poids ou une prise de poids très rapide. Si vous étiez dans la salle avec moi, eh bien, j'aurais fait un petit sondage pour savoir quel serait ce type de situation. La plus connue, ça va être la perte de poids rapide, mais sans souffrir de pathologie forcément, sans tomber dans l'anorexie mentale, etc. On peut aller même sur un modèle de ça qui est la chirurgie bariatrique. Donc vous avez des personnes qui vont se faire poser des anneaux ou en tout cas subir des rétrécissements de l'estomac qui va conduire à une perte de poids rapide. C'est une chirurgie qui est programmée et qui est faite vraiment dans le traitement de l'obésité morbide. Je vous en ai parlé au début de la conférence. Mais il y a aussi des études qui ont été faites chez des patients qui, sans prendre le cas de la chirurgie, perdent du poids rapidement. Notamment, c'était une patiente dans un service nutrition qui a perdu 60 kg en un an, avec un suivi sur la perte de poids, une patiente qui était obèse. Et si on compare les résultats de cette personne qui ne souffre plus d'obésité, qui ne souffre pas d'anorexie mentale non plus, eh bien, sur une tâche qui est similaire à celle qu'on avait fait passer, une tâche de passabilité qui est similaire à celle qu'on a fait passer dans l'anorexie mentale, vous voyez que cette personne qui a perdu du poids rapidement a un ratio moteur qui est encore plus pathologique que les patientes qui souffrent d'anorexie mentale.
Donc la perte de poids rapide a complètement fait dysfonctionner la mise à jour de son schéma corporel et la personne, là, se déplace dans l'espace de manière complètement inadaptée. C'est-à-dire qu'elle tournait les épaules pour des largeurs d'ouverture qui étaient 2 fois trop grandes pour elle. Donc on voit bien la difficulté du schéma corporel à se mettre à jour sur cette étude de cas clinique. Il n'y a eu qu'une patiente, donc il faut rester prudente. Mais néanmoins, ça va dans le sens de l'hypothèse que je viens de vous présenter. Et puis, si on va plus loin et qu'on cherche d'autres exemples de modifications corporelles majeures, on va être sur ce type de cas. Donc ici, vous avez le cas d'une amputation. Quelle peut être la plus grande modification corporelle que celle où on perd un membre, d'accord? Donc là, l'amputation de la jambe sur l'image que je vous présente ici. Chez les patients amputés, les études ont été très nombreuses et ont montré des troubles du schéma corporel massif, avec notamment des personnes qui pensent que leur bras ou leur membre amputé ou leur jambe amputée est toujours présente alors que le bras n'est plus, avec des douleurs fantômes aussi, des personnes qui souffrent toujours du membre qui n'est plus là. Donc on voit bien que dans ces cas-là, le schéma corporel n'a pas du tout le temps de se mettre à jour. Il y a également des particularités chez ces patients au niveau des aires somatosensorielles, au niveau du cortex pariétal, dont je vous ai montré tout à l'heure qu'il était très important pour la construction du schéma corporel. Donc on voit bien que dans une modification corporelle majeure comme celle de l'amputation, on retrouve des perturbations importantes du schéma corporel. Autre cas de figure, beaucoup plus sain, qui n'arrive qu'aux femmes, qui n'est pas une pathologie, mais qui va conduire à une modification rapide de la morphologie du corps, c'est la grossesse. Et il y a quelques études qui ont utilisé les mêmes protocoles que ceux que je vous ai présentés, qui ont fait se déplacer les femmes enceintes à travers différentes largeurs d'ouverture, qui les ont fait estimer leur capacité de passabilité. À un moindre niveau que dans l'anorexie mentale, les chercheurs ont montré qu'il y avait un décalage entre la morphologie réelle des femmes et leur perception de capacité de déplacement. Et ce sont des femmes qui pensent qu'elles peuvent passer alors qu'elles ne peuvent plus passer clairement. Donc on voit bien que là, le décalage, il est dans l'autre sens, puisque le corps a grossi trop vite et qu'il n'y a vraisemblablement pas eu le temps de la mise à jour du schéma corporel. Alors, ce serait l'objet d'une autre conférence si je vous parlais de toutes ces particularités, de toutes ces différences entre les pathologies, mais qui vont dans le même sens, dans le sens d'un défaut de mise à jour suite au changement corporel majeur qui perturbe vraiment la représentation du schéma corporel. Donc, c'est une hypothèse que l'on a défendue dans une revue qu'on a publiée cette année avec des collègues de Chambéry et de Lille. Et cette hypothèse, elle est intéressante pour nous dans une perspective de ce qu'on appelle transdiagnostic. C'est-à-dire qu'en ce moment, en psychopathologie, on parle beaucoup des points communs entre les pathologies, des processus pathologiques communs entre différentes pathologies. Et donc là, on voit que sur ce trouble du schéma corporel, on peut finalement lier des personnes qui n'ont pas du tout le même trouble des conduites alimentaires et qui par contre souffrent du même trouble des représentations corporelles. Et on peut vraisemblablement espérer que si on soigne le trouble des représentations corporelles, on va aider ces personnes sur la sphère anxieuse et dépressive, puisque c'est des personnes qui souffrent énormément de la représentation qu'elles ont de leur corps, et puis surtout aider ces personnes à rentrer correctement dans le soin, puisqu'actuellement, les patientes qui souffrent d'anorexie mentale, on observe souvent des refus de soins. C'est très difficile pour elles de se réalimenter parce qu'elles ont une peur pathologique de reprendre du poids, parce qu'elles se représentent dans un corps qui est plus gros, voire obèse. Donc, il est difficile de convaincre quelqu'un, en tout cas, de discuter avec quelqu'un d'une reprise de poids, d'une réalimentation chez une patiente qui se sent déjà obèse alors qu'elle est maigre. Et c'est difficile aussi, dans l'obésité, de créer des adhésions au traitement chez des patients qui sont soit dans un déni de cette obésité, soit qui alors se représentent très mal leur corps et qui ne l'observent plus, ne le regardent plus et ne s'en occupent plus. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre en place en ce moment des thérapeutiques qui vont non pas cibler l'image du corps, mais qui vont cibler aussi le schéma corporel, puisqu'on peut imaginer que si ce schéma corporel il reste mal dimensionné, mal ajusté, alors ce sont des personnes qui vont rester en souffrance et qui vont vraisemblablement continuer à faire du yo-yo sur la prise de poids et la perte de poids.
Pour mettre en place ces thérapeutiques, on va être actuellement limité par un problème, qui est un problème un peu de chercheur, mais qui est aussi un problème de clinicien, c'est le problème de la mesure. Toutes les expériences que je vous ai montrées, qui permettent d'évaluer le schéma corporel, ce sont des évaluations indirectes du schéma corporel. Ce sont des évaluations qui sont très coûteuses. Par exemple, pour l'expérience qui permet de filmer les patientes qui passent à travers différentes largeurs d'ouverture, il faut à peu près 1h30 de passation. Il faut quelqu'un qui connaisse le logiciel, qui sache faire les extractions de données au niveau des capteurs de mouvement. Donc, ce sont des outils qui sont impossibles à mettre en place dans un cadre de recherche clinique et qui sont très difficiles à mettre en place dans un cadre de recherche clinique, mais qui sont surtout impossibles à mettre en place quand on a une patiente en face de nous, en cabinet, pendant 1 heure. C'est impossible à faire en tant que clinicien et praticien. Donc, aujourd'hui, on cherche à développer une plateforme d'évaluation du schéma corporel pour toutes ces pathologies, pour l'obésité, pour l'anorexie mentale, qui permettent à tous les praticiens d'évaluer correctement le schéma corporel des personnes, comme aussi simplement, j'ai envie de dire, qu'avec les petits questionnaires que je vous ai montrés au départ et le test des silhouettes où on en a pour 5 minutes, l'idée, ce serait de pouvoir évaluer en 20 minutes le schéma corporel des personnes. Donc actuellement, grâce notamment au soutien de la fondation USMB et au soutien aussi de l'Inxium, la société de transfert technologique de Grenoble, on a déposé un projet, on est en train de développer un projet qui est la création d'une plateforme e-santé d'évaluation du schéma corporel avec un collègue qui a fait sa thèse en informatique et puis les connaissances que l'on a en psychologie pour essayer de développer cet outil et vraiment de créer cette mesure du schéma corporel facile, accessible avec un outil transportable et ergonomique. Idéalement, cet outil, ce serait ça, ce serait de pouvoir évaluer la perception tactile, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure dans les expériences, ce serait de pouvoir évaluer la motricité, mais grâce à une réalité virtuelle, grâce à un casque de réalité virtuelle en 10 minutes, sans faire réellement se déplacer la personne dans l'espace, et on pourrait ainsi obtenir des indices de distorsion du schéma corporel dans l'anorexie mentale, dans l'obésité. Ce seraient des indices qu'on calculerait avant les thérapies, puis à la fin des thérapies, pour voir si on arrive à améliorer ces personnes, si on arrive à réadapter le schéma corporel. Donc ça fait maintenant 9 mois qu'on est sur ce projet-là et les centres partenaires, les centres qui accueillent les patientes qui souffrent d'anorexie mentale et d'obésité sont aussi dans ce projet pour vraiment tester ces outils-là avec les patients. Et puis, ça ne s'arrête pas à l'anorexie mentale et à l'obésité que je vous ai présenté aujourd'hui dans cette conférence, parce qu'il faut bien qu'on cible ce qu'on peut dire dans ce temps imparti. Mais il y a d'autres pathologies qui sont liées à des troubles du schéma corporel et pour lesquels il serait intéressant d'avoir un outil tel que celui dont je vous ai présenté, à la fois pour mettre en évidence le type de trouble du schéma corporel, l'intensité de ces troubles, en quoi il est lié aux autres symptômes de ces pathologies et en quoi le réadapter permet de diminuer certains symptômes de ces pathologies-là. Donc, ça aurait été l'objet aussi de questions, je pense, dans le temps d'échange, mais je vous ai mis ici les différentes pathologies où l'on peut rencontrer un trouble du schéma corporel pour vous montrer l'étendue des applications possibles de ces outils et puis de ces recherches sur les représentations du corps dans les différentes pathologies. Voilà, je vous remercie de votre attention.